Aujourd'hui, 19e leçon de notre MOOC sur le design thinking et nous allons commencer la session 4 par la notion d'expérimentation et d'évaluation des hypothèses. Alors, rappelons maintenant où nous en sommes dans le projet. Donc, nous en sommes à la phase 2 qui s'appelle expérimentation et évaluation. Alors, quels sont les objectifs principaux de cette phase du travail? Alors, on est dans l'approfondissement de la créativité sur un ou plusieurs concepts design ou avant-projet. On est dans l'intégration de la faisabilité, notamment par les expérimentations avec les utilisateurs, sur la base de démonstrateurs par exemple. Et nous sommes sur la validation des opportunités de développement, donc en ce qui concerne la viabilité. La phase 1 a permis de construire les hypothèses de travail. Elles sont fondées sur une posture générale qui interroge la thématique proposée, Aqua Urbana, sous un angle original pour chacune des équipes des étudiants ayant travaillé sur ce projet. Les axes de développement donc sont établis. La phase de construction des solutions à proprement parler peut commencer. De manière similaire à la phase de veille, qu'on a appelée phase 0, une exploration globalement divergente est menée de manière à faire émerger un très grand nombre de réponses possibles par rapport à chaque hypothèse de travail choisie. Elles ne sont plus recherchées sur des champs connexes ou élargis, elles sont maintenant ancrées dans des domaines techniques et financiers par validation des choix de mode d'usage, des techniques et des technologies, et en regard avec les objectifs financiers pour rendre viable le projet. C'est une phase de travail itérative, intégrant des modifications, des ajustements, jusqu'au moment où on trouvera la solution développée viable ou prête à être finalisée en phase suivante, phase de définition ou de finalisation. C'est une phase plutôt lourde en termes de quantité d'actions à réaliser, d'interlocuteurs à identifier, à questionner. Il vaut mieux prévoir, quand on est chef de projet, d'un projet de ce type-là, de prévoir du temps et des moyens pour cette phase-là. Donc c'est le temps des esquisses, des descriptifs de solutions décrites à partir des concepts, par des scénarios d'usage, le développement de l'esprit formel et sensoriel de ces concepts, et des premiers maquettages encore un peu grossiers à ce stade du projet, mais qui vont nous permettre d'avancer en partageant. Les principaux champs disciplinaires mobilisés sont design, ergonomie, les utilisateurs du coup, les sciences de l'ingénieur de conception et de production, le marketing et, pourquoi pas, les sémiologues, mais l'anthropologue peut encore être présent. Pendant cette phase, donc 2 ou 3 axes peuvent être développés. Ils vont être évalués et selon le nombre d'hypothèses de travail que l'on a décidé de travailler en phase précédente par rapport aux objectifs stratégiques du projet. Rappelons que dans un projet de design thinking, on peut très bien arriver à des solutions qui interrogent même le business model de l'entreprise. Restons donc ouverts pour le moment dans le cadre de notre exercice. À la fin de cette phase, évidemment, un seul projet sera développé et finalisé. Maintenant, une question, comment va-t-on sélectionner ce fameux axe design à développer en phase 3? C'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, rappelons que la démarche de design thinking n'est pas initiée par un cahier des charges ni un problème à résoudre. On a vu que la diversité des solutions peut être large dans le cadre d'un design thinking parce que nous partons d'une thématique générale. Ici, c'était Aqua Urbana. Le champ des possibles est large, celui des business models associés également du coup. Ainsi, nous pouvons être confrontés à la fin de cette phase de travail à un choix stratégique, voire cornélien. Entre un projet de distribution d'eau dans l'habitat et un centre de production maraîchère en centre-ville, les business models sont pour le moins divergents. Dans le cadre d'un projet mené au sein d'une entreprise, les solutions ainsi proposées peuvent interroger le business model initial de l'entreprise ou lui proposer des opportunités de création, par exemple de filiales, pour porter la nouvelle activité ainsi produite. Ce nouvel exemple illustre assez bien la difficulté de mener une vraie démarche de design thinking au sein d'une entreprise ancrée dans son business model, peu encline à accepter l'innovation qui pourrait remettre en cause un modèle qui, juste là, fonctionnait pas si mal. Rappelons quelques éléments de méthode liés au design thinking. Donc, tout au long de cette phase de travail, on aura pour objectif la mise à jour des schémas d'acteurs, un pour chaque axe design proposé, rappelons-le. Cela nous permettra d'envisager le possible projet d'activité qui sera associé à l'axe développé, ou qui sera sélectionné aussi à la fin de cette phase de travail. Nous aurons toujours en tête le schéma de Tim Brown, qui nous permettra de ne pas perdre de vue la méthodologie du design, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de l'ordre de la désirabilité, de la faisabilité, de la viabilité. Enfin, nous pourrons identifier les potentiels d'innovation selon ce schéma.
Allons-nous vers l'innovation émotionnelle, l'innovation par l'usage ou l'innovation de process? Ce seront des éléments de positionnement et d'argumentation marketing futur. Comment aborder l'innovation émotionnelle? Alors, celle-ci se situe au chevauchement des éléments qui sont du ressort de la désirabilité et de la viabilité. Ce qui est intéressant, attrayant, sera d'autant plus désirable que son accès sera possible par la catégorie de population à qui nous adressons la proposition. Ainsi, elle sera intéressante sur un plan conceptuel, bien sûr, mais aussi parce que sa forme sera cohérente de son histoire, de ses valeurs. Rappelons la leçon 3-4. Les planches d'univers sensible seront ainsi développées, plus en rapport direct avec la proposition développée. Elles seront donc plus structurées ainsi. C'est-à-dire que le concept général commencera à être traduit en forme, et donc celles-ci seront explorées comme la couleur, les matières, le travail d'esquisse, tant sur le papier qu'en maquette d'études. On pourra ainsi travailler sur des bases bien définies et partageables. Toujours sur cette question de l'innovation émotionnelle, il nous faut aussi rappeler les différentes composantes de la forme que nous avions proposées. Ainsi, avec cet outil des 4 grilles de lecture. Donc, on les rappelle ici par ce schéma, donc, ce qui est de l'ordre de la marque, ce qui est de l'ordre du produit, ce qui est de l'ordre de l'expression des valeurs, et ce qui est de l'ordre des facteurs de caractérisation de la forme. Ce sont autant d'outils qui peuvent nous aider à créer en fait des métriques d'évaluation du travail proposé. Maintenant, comment aborder l'innovation par l'usage? Alors, c'est le moment d'inclure les utilisateurs. Donc, dans le processus de développement, ce ne sont pas des experts de l'innovation, ce ne sont pas des ergonomes, mais ce sont des experts de leur propre mode d'usage face à la solution proposée par ceux dont c'est le métier de proposer des solutions. On ne va pas le questionner avec des questions ouvertes du genre de quel usage rêvez-vous? Parce qu'on n'aura aucun élément tangible à analyser. Non, on va tester avec des solutions préalablement définies. Donc, c'est un expert en tant qu'utilisateur, pas en tant que designer. Nous ne pourrons l'inclure dans le processus de développement qu'après avoir réalisé des éléments physiques avec lesquels nous pourrons échanger avec lui. Nous pouvons appeler ça des démonstrateurs. Donc on peut aussi faire des storyboards qui vont décrire les scénarios d'usage. On peut aussi faire des bandes dessinées, des petites vidéos, du roman photo, bref, tout support qui nous permettront de communiquer avec tous les acteurs du projet. On va aussi faire des maquettes d'usage, qu'on peut appeler des démonstrateurs d'usage, qui vont permettre de tester de manière matérielle tout en partie du scénario d'usage. Enfin, un questionnaire établi avec des questions précises, réalisé avec des gens dont c'est le métier d'établir des enquêtes auprès d'utilisateurs, il s'appelle des anthropologues. Ou alors des ergonomes sur des aspects précis d'ergonomie. On pourra ensuite être amené à interroger, après avoir modifié le démonstrateur, ces utilisateurs potentiels qu'on a été voir dans un premier temps. Bien sûr, on n'oubliera pas les aspects culturels, sociaux liés à l'usage, voire symboliques, qui parfois peuvent avoir des conséquences plus ou moins heureuses dans la formalisation finale. Ensuite, comment aborder l'innovation de process? Donc il va falloir faire appel à des matériaux, des technologies, des techniques pour réaliser ce projet. Donc, plusieurs solutions peuvent toujours être envisagées pour chaque axe design-développé. Selon la géométrie du projet, temps, ressources, on pourra être amené à envisager peu ou beaucoup de solutions. Si des objectifs particuliers de coût doivent être observés, une action de pré-consultation industrielle peut être menée à ce stade du projet pour aider au choix des solutions les plus pertinentes. Bien sûr, il ne faut pas oublier de consulter des spécialistes des domaines techniques envisagés pour chaque solution. En synthèse, nous vous proposons ce tableau récapitulatif qui reprend à minima les principales actions à mener associées aux divers éléments constitutifs de chaque solution. Ceci participe à l'élaboration de la mémoire du projet que nous avons commencé à constituer avec la synthèse du travail de veille dans la phase 0, la synthèse du travail de phase 1 qui est l'élaboration des hypothèses. Nous voyons bien là sur ce tableau la ligne horizontale sur les données à développer. Nous avons repris les 3 principales raisons d'innovation, l'innovation émotionnelle, l'innovation par l'usage, l'innovation de process. Ensuite, la deuxième ligne, nous voyons les types d'actions entrepris par rapport à chaque typologie d'innovation. Vous les voyez dans le tableau. Enfin, la ligne du bas, les types de documents produits pour chaque type d'innovation envisagée. Évidemment, pour chaque projet, on doit traiter ces 3 types d'innovation. Enfin, la dernière colonne, complètement à droite, dont je n'ai pas encore parlé, nous sommes dans les aspects contextuels et business.
Je vais les détailler un petit peu, celles-ci. Donc on va ne pas oublier d'inscrire le projet dans une dimension sociale et économique. Et enfin, le schéma d'acteurs avec ses liens qualifiés pour chaque avant-projet reste un outil qui doit constamment être mis à jour. Donc aujourd'hui, nous avons détaillé les objectifs et les actions à mener au cours de cette phase du projet. Nous avons vu comment approfondir la créativité sur un ou plusieurs concepts et design par l'intégration de la faisabilité, de la viabilité et d'expérimentation utilisateur. Ainsi, nous sommes capables de valider un ou plusieurs axes design, ou encore, on peut les appeler avant-projet. Après choix d'une de ces solutions, nous serons enfin en mesure d'aborder la phase 3, qui est une phase de finalisation du projet avant son déploiement.